Bonjour à tous mes amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement. Aujourd'hui, nous allons parler des élections truquées en 2017 et de celles à venir dans quelques jours. Nous pourrons voir comment ils ont déjà procédé dans le passé et très certainement comment ils procéderont à nouveau. Je terminerai également cette vidéo par quelques infos très importantes. Abonnez-vous à la chaîne mes amis et cliquez sur le bouton cloche qui est juste en dessous pour être informé de mes prochaines vidéos. C'est très important en cette période de censure. Allez, on part tout de suite avec Monsieur Boule de Cristal des marchés financiers. C'est parti. Les Français veulent deux choses. Ils veulent un programme et une action forte, et ils veulent quelqu'un de nouveau. Ils veulent une vraie action et un vrai candidat. Bon, d'une certaine façon, nous apportons le programme et est en train de surgir un ou plusieurs, Bruno Le Maire à droite peut-être, Emmanuel Macron à gauche, quelqu'un qui incarne l'espérance de nouveau. Je trouvais avec plaisir qu'Emmanuel Macron a proposé, comme nous, la réforme de l'ISF, a proposé, comme nous, de prendre les migrants au sérieux et de considérer que c'est une chance pour la France, et non pas, comme ça a été dit par d'autres, un malheur. Ouais, donc on comprend très bien que Macron est une marionnette de l'État profond et que son programme, comme le dit Attali, lui a été apporté par tous les marchés financiers, en gros par les fonds d'investissement BlackRock et Vanguard, où se cache tout l'État profond. Alors maintenant, je vais vous passer quelques extraits du Pixelmore, une chaîne formidable qui nous a sorti une nouvelle pépite sur toute la campagne de Macron en 2017. Ah là là, les névroses françaises. C'est fascinant. Ça dit énormément de ce qu'est la société. Macron, c'est une bulle médiatique qui va exploser. J'ai fait beaucoup de couvertures parce que je fais vendre. C'est comme une lessive. Rien de plus. Mais les médias me traitent la plupart du temps assez mal. La grande chance, c'est que les gens ne lisent que très peu les médias. Ils regardent les titres et les couvertures, les photos. Alors non, Macron, tu ne fais pas beaucoup de couvertures parce que tu fais vendre, c'est faux. Tu fais beaucoup de couvertures car c'est 11 milliardaires qui possèdent presque tous les médias et que ces 11 milliardaires font partie, comme par hasard, de l'État profond. Et si ces médias vendaient autant de magazines que tu le dis, par exemple, alors pourquoi tu leur as donné des centaines de millions d'euros en subvention de notre argent public? Ces médias ne sont juste qu'un miroir aux alouettes d'une réalité totalement pervertie. Regardez. Emmanuel Macron en une de tous les magazines. Et ce week-end, il a rajouté une couverture à sa collection. Waouh, beau gosse! Sauf qu'il s'agit d'un photomontage réalisé par Garçon Magazine, le journal de la communauté trans et homosexuelle. Son équipe regrette une utilisation pas très élégante du visage du candidat. Nous, on le trouvait pas mal, ce hit boy. Ce bel adolescent affole le web. Vous l'avez peut-être reconnu, il s'agit du Premier ministre canadien Justin Trudeau jeune. On ne sait comment ces photos se sont retrouvées là, mais elles suscitent émoi et commentaires élogieux. Le jeune Justin ressemble au guitariste d'un groupe d'indie rock. Justin Trudeau, star du web. La semaine dernière, c'est une photo de son derrière qui faisait le buzz. Regardez cette très très belle photo de Justin Trudeau qui a été prise. Mais non, la vie est injuste. Mais non seulement Justin Trudeau est intelligent, féministe, polyglotte, il a des belles fesses. Cet homme est parfait. Il a des belles fesses, pardon. Regardez le mec. On veut un président qui mène le pays dans... Voilà. J'ai pas écouté son programme. Je ne le connais pas, mais j'ai confiance en lui. Vous pouvez voter pour quelqu'un, pour un candidat, sans connaître le programme. Oui, pour lui, oui. Parce qu'il est séduisant, parce qu'il peut plaire aux femmes. Mon cœur bat de plus en plus fort pour lui. Je vous aime farouchement, mes amis. On met une culotte façon Beyoncé, on prend son bulletin de vote et ce week-end, il n'y a qu'un geste à faire. Vous prenez le bulletin de vote et vous le glissez dans l'urne. Tu le glisses dans... Donc vous n'allez pas voter? Bah si, je vais y aller. Si on me dit qu'il faut y aller, il faut que j'aille. Non mais oui, mais si non vous... mais moi j'ai ma mère qui me dit c'est le moment d'aller voter. Donc là j'y vais, je prends ma carte et j'y vais. Oui mais vous allez, si vous connaissez personne, voter pour qui? Bah on me l'explique en 2-2 avant. Quoi, en 2-2? Genre on vous dit quoi? 2-2. Bah lui fait ça, lui fait ça, lui fait ça et voilà. Et vous allez voter pour celui qui fait quoi, vous savez pas? Bah moi, très bien. Je sais pas, je suis un petit peu les gens. D'accord, très bien, et ben voilà. Et merde. C'est toi qui choisis, frère. Allez, Groucho. Attention. Allez, c'est le Groucho, tu choisis. Allez, Oh, le con. Oh, le con. Oh, il est génial. Et il a choisi. Bravo, Groucho. Emmanuel Macron. C'est donc le pronostic de Groucho.
Oui, Emmanuel Macron et un petit porcelet. Voilà, et ça m'a fait penser à une autre image dont Mais il a l'air très à l'aise. Peut-être très étonnant. Franchement, oui. Hein Non, mais c'est pas évident. Bah non, ce genre c'est pas de photo. évident. Et finalement. Et donc, vous avez peut-être en tête une autre On est image. quand même un peu mystifié par. Non, mais c'est la mise en scène. Qui porte un porcelet. On dit pas, Émilie, on dit juste qu'il s'en est pas trop mal sorti. Un animal comme ça bouge dans tous les sens. Ce que je retiens de ma rencontre avec Emmanuel Macron, c'est que franchement, pour un homme politique, il est hyper sympa. Il est jeune, il est dynamique. Je mets pour qui? Je trouve qu'il a gardé un peu son air d'enfance. Moi, je trouve que c'était super. Tiens. C'est la vie, je l'ai vu. Maintenant, d'autographe me fait des bisous. J'ai fait c'est ça la vie. Et pour Emmanuel Macron, et bip Voilà, on comprend bien que tout ça, c'est de la mise en scène. Imaginez l'enfant qui dit qu'il aime Macron car il est jeune et dynamique. Bref, on voit très bien que ces enfants ne font que répéter leur texte qu'on leur a dit de dire. Ces médias nous font totalement vivre dans un film, une réalité augmentée, créée de toutes pièces par les marionnettistes de la pyramide. Macron n'avait absolument aucun programme officiel. Son programme était aussi creux que ses phrases. Regardez. Votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France. L'effet de simple exposition. Si je vous dis choisissez bien, choisissez but, vous connaissez tous ce slogan. Si je vous dis avec Carrefour, je positif, vous le connaissez tous. Je peux continuer à aligner comme ça les slogans publicitaires. Et non seulement on s'en souvient, mais on s'en souvient avec le sourire, comme quelque chose d'amusant. Parce que c'est quelque chose qui est positif pour nous. Pourquoi ? Parce que ça a fait l'objet d'un matraquage massif. L'homme politique hollandais Emmanuel Macron, c'est lui aussi. Je le porterai jusqu'au bout. Mais maintenant, non à la censure. Vous alliez le faire. Ça m'a plutôt amusé ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux. Contrairement à celles et ceux qui ont pensé railler cette fin de meeting par ce biais-là, ils l'ont propagé. Liberté, égalité, fraternité. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Bleu, blanc, rouge. Voilà son programme, c'est liberté, égalité, fraternité, bleu, blanc, rouge, poète, toutes les valeurs qu'il a détruites dans notre beau pays. Je remercie la chaîne Pixelmore pour ces quelques extraits. Je vous mettrai le lien de sa chaîne ci-dessous. Allez voir, il fait vraiment un travail formidable. Alors maintenant, une vidéo explicative de Pigeon Pichtou sur la fraude des élections en 2017. Accrochez-vous, ça dure 5 minutes et c'est du très lourd. Voici donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le tableau récapitulatif des résultats partiels issus des premiers dépouillements publié par le journal Sud-Ouest à 20h45, la Nouvelle-Aquitaine, le Centre-Val de Loire, l'Occitanie, PACA, Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté. Et le bouquet final, les résultats partiels issus de plus de 60% des dépouillements pour la France entière. Les résultats partiels des dépouillements sur la France entière concernent plus de 23 millions de votants, sur un total de 37 millions, soit plus de 60% du corps électoral votant pour ce premier tour. La tendance sur la France entière est la même que pour les 6 autres régions. Le ticket Le Pen-Mélenchon était largement en tête, le centriste Jean Lassalle était le 3e homme, autour de 19%, révélation surprise de ce scrutin, et un groupe de 5 candidats était autour de 5%, le club des 5, appelons-le comme ça, Cheminade, Hamon, Poutou, Asselineau et Dupont-Aignan. Enfin, le trio de queue, sans jeu de mots, ferme la marche autour de 2%. La comparaison des résultats définitifs pour la France et des résultats partiels diffusés à 20h45 démontre aussi un transfert de voix de 8 candidats vers essentiellement Fillon et Macron. Le transfert porte, donc sur l'échelle de la France, à plusieurs millions de voix.
6 571 562 voix en plus pour Fillon et 8 213 343 voix en plus pour Emmanuel Macron sur la France entière à 20h45. Les résultats partiels diffusés à 20h45 sur le site du journal Sud-Ouest concernent donc un total de 23 222 661 votants, pour un total final officiel, premier tour, de 37 3 728 votants. Les chiffres des dépouillements publiés par le site de Sud-Ouest à 20h45 ne souffrent aucune contestation quant à leur authenticité. La logique des transferts de voix est incontestable puisqu'elle est mathématique. Ces transferts de voix ont bénéficié à deux candidats, Macron et Fillon. Les résultats du premier tour de l'élection présidentielle 2017 ont donc été falsifiés. À voter. Ils ont été falsifiés, ces résultats, puisque les réelles intentions de vote pour Macron et Fillon étaient très basses. Un programme informatique a été utilisé, appelons-le Rapinavox, Rapine des voix, et il a été conçu afin d'en piquer le plus possible à tous les petits candidats, entre guillemets. Plus les instituts de sondage les maintenaient bas, dans les sondages précédant l'élection, et plus on pouvait leur en piquer au moment du scrutin, ni vu ni connu. Comme ça ne suffisait pas, puisque l'écart était très très grand, il a fallu envoler à Le Pen et à Mélenchon, qui eux ne devaient pas non plus trop caracoler en tête. Mais comme ça ne suffisait pas encore, il a fallu en puiser dans les nuls ou les blancs, d'où les fameux 2 arrondissements lyonnais qui ont eu 0 bulletin nul ou blanc dans les résultats officiels. Bon après, comme ils se sont dit, ça fait un peu louche, parce qu'il y a des gens qui s'en sont aperçus. Ils ont à nouveau remodifié les résultats dans ces 2 arrondissements lyonnais. Les sondages ont donc pour objet d'empêcher qu'émerge un parti concurrent à l'UMPS, puisque personne ne remarque que des voix sont transférées d'un candidat vers un autre. Les partis extrémistes, FN et France Insoumise, portant l'attention, faisant diversion au sein de l'opinion, et finissent par faire le jeu des 2 partis, l'UMP et le PS. En conclusion, les sondages permettent la poursuite de la gouvernance du double parti unique depuis 40 ans. L'un des derniers sondages diffusés par le magazine Le Point le vendredi 21 avril 2017, entre parenthèses, le résultat officiel, entre guillemets, définitif le surlendemain. Les résultats sont conformes à leurs estimations. Le sens du mot estimation, quand il est employé par un organe de presse ou un institut de sondage, désigne alors les désirs de l'oligarchie. Désirs que diffusent subtilement leurs médias en se cachant derrière le masque de l'opinion publique. Proudhon disait déjà au XIXe siècle, l'opinion publique, c'est la voix des privilégiés. On en reste sans voix. Bon, tout le monde aura bien compris que Macron ne dépassait pas les 2% et n'aurait pas dû passer au second tour. Les transferts de voix se sont principalement faits des soi-disant petits candidats créés par les sondages afin de booster les résultats de Macron et de Fillon. Alors, je corrige juste une petite erreur dans cette vidéo. Le logiciel utilisé n'est pas officiellement un logiciel de chez Dominion, mais un logiciel de la société France Sélection qui s'appelait Soluvote. Nous allons en reparler un peu plus tard et vous allez voir, c'est rempli de très très grosses surprises. En attendant, je laisse la parole au formidable Chris Papillon qui avait posté une vidéo explosive une semaine après le second tour des élections. En voici un extrait de 9 minutes avec une analyse très pertinente. Et là, j'étais un petit peu curieux, je suis allé chercher sur internet et j'ai vu qu'il y avait plein de trucs louches qui circulaient. Par exemple, 500 000 électeurs inscrits sur 2 listes électorales dans 2 communes différentes. C'est bizarre. Des procurations pour des électeurs radiés. Une gestion merdique des bureaux de vote à l'étranger qui a entraîné plusieurs heures de queue et donc une abstention assez forte, plus de 55% je crois. 16 000 électeurs radiés qui la prennent seulement en arrivant devant l'urne. Et le président d'un bureau de vote qui disparaît avec les résultats. À Marseille, s'il te plaît. Mais après tout ça, ça favorise pas forcément un candidat par rapport aux autres. Ou alors c'est difficile à vérifier.
Mais par contre, il y a 2-3 trucs aussi. Des citoyens qui en allant voter avaient déjà un bulletin Macron ou Fillon dans leur enveloppe. Ça, c'est pas très esprit Courbertin, hein, mais ça semble minoritaire et c'est un peu tard pour le prouver aussi. À chaque fois, là, c'est un peu gros et c'est potentiellement des erreurs humaines. Ou alors c'est de la triche de bas étage. Hein. C'est pas avec ça qu'on peut truquer une élection présidentielle. Alors je me suis dit que j'allais essayer de me faire ma propre idée sur la possibilité ou non de tricher à une élection présidentielle. En me posant déjà pour commencer la question, qu'est-ce que j'aurais fait, moi, si j'avais eu le pouvoir de faire élire le candidat de mon choix? En faisant évidemment en sorte que ça passe inaperçu, hein. On n'est pas en dictature africaine ici. Déjà en partant du principe que je peux les manipuler, j'aurais annoncé la victoire de mon candidat en amont dans les sondages. Parce que comme ça légitimise direct le truc, hein. Ça tue dans l'œuf toute contestation. Ensuite je me suis dit que ça valait pas le coup de tenter de tricher dans les petits villages. Pourquoi? Parce que qui dit petit village dit pas beaucoup de citoyens, et qui dit pas beaucoup de citoyens dit pas beaucoup de possibles voix à détourner pour son candidat. Ou alors il faudrait le faire dans énormément de villages, mais ça multiplierait obligatoirement les risques. Parce que plus de monde est au courant, évidemment, plus on a de chances de se faire prendre et que ça sache un jour. Voilà. En plus, dans les petits villages, il n'y a qu'un seul bureau de vote. Et donc, les résultats sont connus du maire, des élus et de quelques bénévoles, sont ensuite affichés directement sur la mairie, et ils doivent évidemment correspondre avec ceux affichés par le gouvernement. Par contre, dès qu'il y a au moins 2 bureaux de vote, il y a obligatoirement une centralisation de fait. Et chaque responsable de bureau n'a pas accès aux résultats des autres bureaux. Ce qui veut dire qu'il peut difficilement vérifier si la centralisation a été faite correctement. Évidemment, plus il y a de bureaux de vote, plus c'est difficile, et plus la ville est grande, plus la triche compte. Donc logiquement, ce que je ferais, c'est plutôt tricher à Paris, Lyon ou Marseille, parce que parfois par arrondissement, il y a au moins 50 bureaux de vote. Hein. Mais évidemment, il faudrait pas non plus négliger toutes les grandes villes. J'ai un peu de mal à m'enseigner dessus, mais je pense que ça peut être aussi pas mal de jouer sur les expatriés, hein, parce qu'il y a des bureaux de vote dans toutes les grandes villes du monde, dans chaque pays, et au final, tout est centralisé, avec un contrôle qui reste assez flou. Après, pour tricher, perso, il y a plusieurs solutions. J'imagine que soit je choisirais de basculer des votes blancs pour mon candidat, ou alors de réduire le nombre d'abstentionnistes, et donc de les rapatrier aussi sur mon candidat, ou tout simplement de prendre d'un candidat et de l'amener sur l'autre. Alors après, il y a 2-3 trucs à vérifier et à respecter, évidemment, c'est qu'il faut pas que les résultats par bureau de vote soient accessibles trop facilement, genre sur internet, hein, sinon c'est trop facile de faire le calcul et de démasquer la supercherie. Il faut aussi pas trop abuser sur les résultats du candidat, hein, parce que si d'un coup, dans une ville, il est à 40% alors qu'à côté, il fait des scores de merde, ça va se voir. Non, il vaut mieux que ça soit régulier, toujours assez haut, mais régulier, toujours le même score, tu vois. Tout simplement parce que ça n'attire pas le regard. On peut pas se dire, ah, là, il y a peut-être triche. Il vaut mieux tricher un petit peu partout, quitte à être plutôt deuxième, hein, deuxième, mais pas tout le temps derrière le même, pour au final, en ayant toujours des bons scores, être premier. Ouais. La régularité aide pas mal niveau discrétion. Bon, après avoir bien ficelé mon plan fictif d'attaque, je suis allé vérifier sans grande conviction si quelqu'un de haut placé avait pas eu finalement la même idée que moi. Je suis allé sur élections.intérieur.gouv, un site du gouvernement où il y a les résultats ville par ville. Je suis obligé de jouer avec leurs outils, hein, c'est mieux niveau crédibilité. Donc j'ai pris en priorité ma zone géographique car je connais les villages et les villes. J'ai commencé par regarder tous les villages près de chez moi avec un seul bureau de vote. Hein. Macron n'est jamais mieux placé que 3e. J'en ai fait une vingtaine. Si on fait le cumul des petits villages, Macron il est pas au second tour. Ensuite j'ai regardé les 5 petites villes à plusieurs bureaux de vote. Hein. Macron est 2e ou 3e et il fait toujours environ 16%. Là. Ensuite la plus grosse ville près de chez moi c'est la sous-préfecture, Villefranche. Macron est premier avec 15% des inscrits. À Lyon il est premier avec 24%. Donc je suis allé voir Paris, il est premier avec 29%. Des inscrits toujours, hein, ce qui fait quand même pas loin de 35% des exprimés. Hein. Il y a quand même une petite prise de risque au niveau de Paris, hein, mais ça vaut le coup parce qu'il y a beaucoup de monde. Hein. Alors je pensais pas que les Parisiens étaient les plus aveuglés par la télé, mais en tout cas c'est ce que dit le papier. Pour l'instant ça collerait, hein. Macron a des scores lissés à partir de moments où il y a plusieurs bureaux de vote, avec cependant un bien plus gros score sur Lyon ou sur Paris. Hein. Mais vous avez raison, ça veut rien dire du tout. Hein. On peut juste penser que les gens des villes ont préféré le gouvernement Hollande et donc votent plus facilement pour Macron. Alors après, je me suis dit que j'allais vérifier les arrondissements de la ville de Lyon, hein, parce que c'est un petit peu ma capitale, c'est à côté de chez moi. Et là, super boulot. Macron, il est toujours premier ou deuxième, parfois derrière Fillon, parfois derrière Mélenchon, et toujours avec un score entre 21 et 25% des inscrits. C'est lisse, ça fait pas de vagues, bien joué. Hein. Surtout qu'à côté, on a un Mélenchon qui passe de la première à la 3e place comme ça en oscillant de 10 à 22% en fonction des arrondissements, la grosse fourchette. Et Fillon qui, idem, passe de la première à la 3e, en fonction des arrondissements toujours, et fait des scores entre 12
et 33%. C'est un râteau là. Ce qui nous fait donc un Macron largement premier sur Lyon, avec un score toujours aussi lisse, le même que dans les arrondissements, sans faire de très gros scores nulle part, sans faire de petits scores non plus, sans faire de vagues quoi. Tu vas me dire, il n'y a pas forcément triche, et t'as sûrement raison. Peut-être que Macron est le digne successeur de Hollande, un président normal qui fait pas de vagues, et là pareil, il fait pas de vagues, il a un score lisse de partout. Ouais, c'est pas parce que ça ressemble finalement à la façon dont moi j'aurais triché, que c'est pas une coïncidence. Sauf qu'à regarder de plus près, il y a un truc un peu bizarre, c'est que dans les 1er et 5e arrondissements de Lyon, il y a 0% de vote blanc. 0 vote blanc. Là où il y en a plus de 100, 200, 400, 577 dans d'autres arrondissements. Ça ressemble à un ratage de triche, ça. Vous trouvez pas? C'est impossible d'avoir 0 vote blanc. Bon, j'ai essayé de vérifier les résultats bureau de vote par bureau de vote sur le site de Lyon. Malheureusement, ça marche pas. Ouais, on n'a pas accès. Tu vas me dire peut-être que les blancs sont passés avec les nuls. Mais déjà, ça annule le décompte si c'est le cas. Et en plus, pour que ça arrive dans chaque bureau de vote et donc après dans le cumul total de l'arrondissement, et en plus 2 fois, c'est chaud. Ou alors il y avait dans chaque enveloppe déjà un bulletin Macron et que ça a soit créé un vote nul, soit un vote Macron. C'est possible aussi. Si j'habite à Lyon, c'est pas le cas, j'habite à 50 km, mais si jamais un d'entre vous habite à Lyon et qu'il a un petit peu de temps, ça vaudrait peut-être le coup d'aller devant chaque bureau de vote où normalement le résultat par bureau de vote est placardé, je crois, normalement ça doit être le cas, juste pour tout noter puis faire le cumul, voir si ça correspond avec les données de l'arrondissement, vu qu'on peut pas les vérifier autrement. Je pense que ça vaudrait le coup, tout comme si jamais vous êtes un petit peu plus dans le biz et tout, et que vous pouvez avoir accès, vous savez, au registre où il y a toutes les signatures, juste pour compter le nombre de personnes ayant signé pour voir si ça correspond avec les votes exprimés. Ça peut être pas mal de le faire, ça peut ne prendre pas trop de temps. Personnellement, moi je l'ai fait dans ma ville, je suis allé voir devant la mairie les résultats. Ça correspond, mais bon, moi, il n'y avait qu'un bureau de vote. Donc, je savais très bien que... Et puis Macron est 3 ou 4e. Donc, avec un score de merde en plus. Donc, je savais très bien qu'il n'y avait pas de souci à se faire de ce côté-là. Pour finir, les points communs avec mon plan diabolique, les coïncidences, Macron a fait 40% chez les expatriés. Qui est quand même pas mal. Bon, il y a eu 55% de gens qui n'ont pas pu aller voter. Et malheureusement, on ne pourra pas les vérifier parce que personne va aller faire le tour des bureaux de vote dans le monde entier en avion pour aller voir si ça correspond au final. Donc, on va faire confiance au gouvernement sur ce coup-là. Autre chose assez troublante, comme point commun, les sondages ont rarement été aussi proches de la réalité. C'est incroyable. C'est à un poil de couille près. Je crois que la plus grosse erreur, c'est qu'ils avaient crédité Hamon 8 et que finalement il a eu 6,4. Je trouve ça, pour un sceptique, je suis pas très fan des sondages, je suis assez sceptique, je pense qu'il y a triche, il y a anguille sous roche. En ayant dans leurs questions un panel qui ne comprend que 5 des présidentiables, il ne pose pas la question pour les autres. Arriver à savoir sans poser la question si Dupont-Aignan a fait 4,7 entre 5, arriver à trouver sans demander aux gens s'ils ont voté pour lui. Je trouve ça incroyable ça. Je trouve cette précision fabuleuse. Et ça vaut le coup pour Macron d'avoir les sondages derrière lui. Je ne dis pas que les élections ont été truquées, je dis pas ça. Je dis juste que comme ça rentre dans le champ des possibles, faut peut-être en faire une possibilité. Voilà, rien à ajouter, à part que les sondages sont bien évidemment truqués et ne correspondent en rien à la réalité et représentent uniquement le but souhaité de l'oligarchie. Merci vraiment à Chris Papillon pour cette analyse. Vous trouverez le lien de sa chaîne ci-dessous. Allez voir, il fait vraiment un travail formidable. Alors un autre point, tout le monde a entendu parler que Dominion allait arriver en France pour faire réélire Macron et ses sbires. Écoutons TF1. Et cette semaine, ce sont les propos d'un autre membre du gouvernement qui ont marqué l'actualité. Un extrait d'une conférence de presse de Gabriel Attal a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. La vidéo laisse penser que l'exécutif veut mettre en place le vote électronique pour la prochaine présidentielle. Bonsoir Garance. Bonsoir Anne-Claire. Il n'en fallait pas plus pour que certains crient déjà à la manipulation du vote. Alors un faux ou un fox ? Ce qui est sûr, c'est que cet extrait a été partagé des milliers de fois, et notamment par l'un des candidats à la présidentielle, le souverainiste Florian Philippot. Pour lui, le vote électronique favoriserait les fraudes, d'où l'empressement du gouvernement à le mettre en place dès avril prochain. On l'écoute. Il y a un engagement dans le cadre de la campagne présidentielle, je crois que c'est attendu par beaucoup de Français, de permettre un vote électronique aux Français qui le souhaitent.
Et la situation sanitaire justifie d'accélérer les choses, ajoute le porte-parole du gouvernement. Alors dans cet extrait, tout est fait pour nous faire croire que nous sommes en pleine 5e vague, c'est-à-dire en ce moment, en pleine actualité brûlante. D'ailleurs, on retrouve tous les codes des chaînes d'information en continu. Tous, non, parce qu'il en manque un, le logo traditionnel a disparu. Tiens, regardez la réaction de Gabriel Attal à cette publication. Ceci est un montage et après vérification, effectivement, le bandeau a été rajouté. Et pas par hasard, parce qu'il cache en fait la date d'origine, le 17 février 2021. Ces propos remontent donc à l'hiver dernier et ils ont été détournés. Alors certes, on a cherché à cacher la date de cette vidéo, mais il faut reconnaître que sur le fond, le gouvernement, il a bien voulu cette réforme électorale. Oui, effectivement, le 17 février dernier, le gouvernement a bien déposé un amendement. Regardez, il s'affiche pour généraliser les machines à voter à la présidentielle. Et cet amendement a été rejeté, vous le voyez. Donc au prochain scrutin, le vote électronique va donc rester l'exception, comme d'habitude, puisque depuis 2004, 66 communes testent déjà les machines à voter. Alors bon, malgré que Macron ait essayé de généraliser ces machines de fraude électronique avec comme excuse cette fausse pandémie, l'amendement fut rejeté pour cette fois. Et malgré ceci, nous avons déjà des machines de vote en France. Regardez ce que j'ai trouvé sur le site de TF1. La réponse du ministère de l'Intérieur. Contacté, Beauvau nous indique qu'il ne fait pas et n'a jamais fait appel au service de la société Dominion dans le cadre de l'organisation des élections. Les fausses rumeurs concernant le recours à la société Dominion feraient croire à un risque de manipulation du vote dans les communes dotées de machines à voter. En ce qui concerne les machines à voter, il convient de rappeler que seulement 63 communes françaises en sont équipées, représentant 1,3 million d'électeurs. Un seul modèle de machine à voter est utilisé en France, le modèle ES-F1 de la société néerlandaise NEDAP, commercialisé par la société France Élections, qui n'a aucun lien avec la société Dominion, nous rappellent les services de Gérald Darmanin. Voilà, alors pour l'instant, il n'y a pas de machine Dominion en France, mais il y a un autre style de machine de vote auquel personne ne peut faire confiance et qui peut toucher 1,3 million d'électeurs français. Ces machines de vote sont fabriquées par la société NEDAP et comme on peut le voir ici, l'Irlande et les Pays-Bas ont mis fin au vote électronique après avoir trouvé des machines non fiables et non conformes aux exigences de sécurité. Voilà, et donc on parle bien de ces machines de vote utilisées en France, les NEDAP, qui sont vendues par la société France Élections. J'ai donc été faire un tour sur le site de France Élections. Déjà, ils ont un site tout pourri où le design est vraiment superficiel. Mais bref, l'important est le contenu. Et nous pouvons voir qu'ils font bien ces machines de vote qui touchent 1,3 million d'électeurs. Mais qu'en plus, ils font également le logiciel SoluVote qui permet de centraliser les résultats de chaque bureau de vote. Et c'est effectivement là que pourrait se situer la fraude massive. Je dis pas que c'est sûr, mais bien évidemment, on peut clairement douter. J'ai essayé de faire des recherches sur cette société. Je suis allé sur société.com et voici ce que j'ai trouvé. Cette société a 1 ou 2 employés, ce qui semble vraiment très peu pour une entreprise qui fabrique des machines de vote et programme des logiciels de centralisation des votes. Le gérant de cette entreprise se nomme Hervé Palisson et ce Hervé Palisson est également gérant de Morane, qui est spécialisé dans le secteur d'activité des fonds de placement et entités financières similaires. On peut voir que leur chiffre d'affaires déposé date de 2013 pour France Élections et de 2015 pour Morane. J'ai donc cherché plus d'informations sur ce Hervé Palisson et la société France Élections et on ne trouve rien d'autre sur Internet. Cette société est vraiment très discrète, presque secrète, ce qui est assez bizarre pour une entreprise qui a le pouvoir de faire voter 1,3 million de personnes sur leur machine et qui possède un programme qui permet de centraliser les votes de tous les électeurs français. Tout ce que j'ai pu trouver, c'est quelques rapports des machines de vote de quelques villes. Ici, à Brest, au premier tour, où Macron est clairement en tête avec 28% des votants. Ici, toujours à Brest, au second tour, Macron avec 78,66% des votants face à Marine Le Pen. Ici, à Boulogne-Billancourt, au deuxième tour, avec Macron à 88,67% et Marine Le Pen à 11%. Et enfin, ici à Quimper, avec Macron à 83% face à Le Pen avec 16%. Alors, je dis pas que la société France Élections organise la fraude, je dis simplement que les rapports que j'ai trouvés vont dans une seule direction. Macron est toujours très largement au-dessus des résultats nationaux avec ses machines de vote. Ce qui peut, bien évidemment, encore plus faire douter. Je pense que cela mériterait clairement une enquête officielle s'il reste encore des juges honnêtes dans ce pays. Et encore un autre programme de vote est utilisé en France, c'est le programme CITL qui est également impliqué dans la fraude des élections américaines. Regardez ce que j'ai trouvé sur le site officiel de CITL. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a utilisé notre solution de vote par Internet InVoteGov à plusieurs reprises depuis 2009
pour permettre aux Français résidant à l'étranger de voter à distance. InVoteGov répond aux exigences de sécurité et de vérifiabilité les plus élevées du marché. En 2020, InVoteGov a été approuvé par le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères pour être utilisé lors des élections des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires. Voilà, je rappelle juste qu'il y a 1,7 million d'expatriés. Alors mes chers amis expatriés, ne votez surtout pas par ce système s'il vous était proposé, votez uniquement par procuration, car je rappelle qu'entre les machines de vote déjà présentes en France et le vote par correspondance possiblement utilisé, nous arriverions à un potentiel de 3 millions d'électeurs au vote falsifiable électroniquement. Un nombre suffisant qui aurait pu faire arriver Macron au second tour en 2017, par exemple. Et écoutons de suite François Asselineau, le candidat qui n'a pas pu se présenter aux élections comme Florian Philippot, faute de parrainage. D'ailleurs, si l'on compare le nombre de personnes disposant du pouvoir de parrainage, qui sont de l'ordre de 42 000, en 2017, il y avait eu 14 296 parrainages. En 2022, il n'y en a plus que 13 427. C'est-à-dire qu'il y en a eu 869 de moins, c'est-à-dire une baisse de 6,1%. Alors que déjà en 2017, il y avait une baisse. D'année en année, le nombre de personnes qui parrainent diminue. En plus, cette année, il y a eu une cerise sur le gâteau, passez-moi l'expression. Tel le pompier pyromane, le système qui a rendu impossible la collecte des parrainages, avec ce système notamment de publicité des noms, a désormais prétendu apporter lui-même une solution. C'est ainsi que pour la première fois, on a vu un membre en exercice de l'exécutif, M. Bayrou en l'occurrence, haut commissaire au plan de son État, c'est-à-dire l'équivalent de ministre, payé par les contribuables pour remplir ses fonctions, qui s'est octroyé comme ça, tout seul, comme un grand, le droit de rassembler des parrainages. Bien entendu, l'idée qui a été avancée, c'est comme ce système ne marche pas bien, eh bien je vais être le chevalier blanc et je vais apporter des parrainages aux plus grands qui en ont besoin. Ça revient quand même à dire que le système est complètement caduc. Le système actuel est fait en sorte qu'il y ait suffisamment peu de maires courageux pour parrainer des petits candidats, comme on dit, et qu'un proche du pouvoir s'est arrogé le pouvoir d'en collecter par lui-même pour en donner à ceux qu'il veut. Si vous y réfléchissez, ce système est d'une extrême viciosité. Ce système ressemble finalement assez à celui que l'on trouve dans des démocraties corrigées, si l'on peut dire. C'est-à-dire dans ces pays où on s'arrange pour qu'il y ait une élection présidentielle, mais où on écarte ceux que l'on ne veut pas. C'est par exemple le système qui existe en Iran, où un conseil suprême, en l'occurrence le Conseil des gardiens de la Constitution, valide ou pas les candidatures à l'élection présidentielle en fonction de leur conformité aux dogmes islamistes défendus par l'État iranien. Et nous en sommes là, hein. En fait, j'ai été écarté parce que j'étais le seul candidat à ne pas respecter la religion de nos mollahs européistes avec leurs turbans bleus aux étoiles d'or. C'est-à-dire j'étais le seul à ne pas accepter que la France disparaissent dans l'Union européenne et dans l'OTAN. Et oui, les deux candidats qui proposaient le Frexit n'ont pas obtenu les parrainages de Bayrou. Bizarre, vous avez dit bizarre? Comme c'est bizarre, ce gars Bayrou s'est octroyé le droit de pouvoir choisir les candidats pouvant, selon lui, se présenter devant les Français. Et pour cela, il a réquisitionné des milliers de parrainages sans être candidat. C'est absolument une honte. Et attention, préparez les sacs à vomir. On vit quand même des temps qui sont assez inédits. On le sait. Si demain je ne prends pas les décisions parfois dures, parfois impopulaires, c'est pas populaire des choses que je fais en ce moment. Si je me mets dans la situation d'être un candidat, je ne prendrai plus les bonnes décisions. Je le sais. Et donc ça viendra, si ça doit venir, au moment voulu. Je n'aurai pas de réponse ce soir là-dessus. Parce que je pense que c'est pas une bonne idée, ni pour la nation, ni pour moi-même, et que ce serait pour le coup insincère. Et peut-être que je pourrais pas être candidat. Peut-être que je devrais faire des choses dans la dernière année, dans les derniers mois, dures, parce que les circonstances l'exigeront, et qui rendront impossible le fait que je sois candidat. Je n'exclus rien.
on a vécu des choses qui étaient absolument imprévisibles. Donc je ne prévois rien. Et donc le gars, en fait, il ne sait rien du tout de son programme. Il suit juste l'agenda de ses maîtres et regardez encore. Bonsoir Monsieur le Président. Laurence Ferrari, CNews pour le groupe Canal+. La question, elle est récurrente, elle est connue, elle est traditionnelle, elle est parfaitement légitime que vous me posez, de savoir si je serai candidat pour un second mandat. La réponse est généralement traditionnelle, convenue. Eh bien, je vais vous dire, si c'était mon obsession, je chercherais à faire ce que disait tout à l'heure très justement votre collègue. C'est-à-dire avoir une stratégie pour améliorer mon chiffre ou le retrouver, comme disait un de mes augustes prédécesseurs, lointains. Essayez d'y arriver. Au moment où je vous parle, je pense que ce serait le meilleur moyen d'échouer. Je me fiche de la prochaine élection. Je veux réussir furieusement, passionnément, ce mandat. Je veux le réussir. Et pour le réussir, je dois assumer, sans doute, de prendre d'autres décisions qui seront impopulaires ou difficiles. Voilà donc clairement ce pauvre type poudré jusqu'aux oreilles suit l'agenda de ses maîtres et se repoudre le nez en riant et en regardant le plafond. Et regardons l'un de ses soutiens. Vous savez que la sexualité d'un gosse, c'est absolument fantastique. C'est quand même, il faut être honnête, sérieux. Un petit gosse. Moi, j'ai travaillé avec avant, les tout petits, là, les tout petits, c'est autre chose, mais avec des gosses qui avaient entre 4 et 6 ans. Vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, c'est fantastique. C'est fantastique, parce que c'est un jeu absolument érotico-maniaque. Et ce gars est toujours libre et député européen. Regardez ce que j'ai trouvé sur son Wikipédia anglais. Cohn-Bendit est donc politicien, publiciste, pédophile et auteur. Voilà, tout est dit, vous trouverez tout dans les sources ci-dessous. Bref, sans aucune transition, laissons la parole à Nicolas Dupont-Aignan, Jean Lassalle et François Asselineau. Cette élection est truquée de A à Z. Alors, pourquoi? Les parrainages, inégalité profonde. Les temps de parole. Mais les parrainages, c'est pas parce qu'elles sont constituées. Écoutez, je peux finir une phrase. Les temps de parole, l'équité, c'était l'inégalité. Vous avez fait d'ailleurs ici des émissions de 2 heures avec certains candidats, pas avec tous. Et là, pendant la période d'égalité, vous faites 12 minutes. C'est dommage. Ah ben, on se soumet aux règles de l'ARCOM. Vous pouvez faire l'égalité avec tout le monde. Vous pouvez faire 1 heure pour chacun. C'est pas vrai. 3e point, l'inégalité de financement. Transparence des parrainages, mais pas transparence des dons, que M. Macron publie ses dons de 2017 et les suivants. Et on est tous prêts à le faire. Mais non, mais vous ne découvrez pas la Lune. Ça fait des années que vous êtes en politique, Nicolas Dupont-Aignan. Vous ne découvrez pas la Lune. Pourquoi vous êtes si énervé? Ça a toujours, pourquoi ça vous choque? Mais vous êtes là pour défendre M. Macron? Mais non, ça a toujours été comme ça, les élections. Je défends les élections. C'est bien? Eh bien, je vous dis que les Français en ont assez. La Lune. Mais je découvre pas la Lune. Jamais on a aussi peu abordé les problèmes. Jamais il y a eu une telle propagande pour Emmanuel Macron. Il refuse le débat. On vous demande simplement si vous allez respecter le résultat du vote. Est-ce que je peux finir mon explication? On vous écoute. Est-ce que je peux finir? Je ne sais pas si je serai encore candidat ce soir. Parce que cette élection n'a plus aucun sens. Elle ne ressemble plus à rien. C'est l'élection suprême d'un des plus grands pays du monde. Et regardez, il reste 2 malheureux débats auxquels je ne serai pas invité, pas plus qu'hier soir. Je me dis qu'aujourd'hui, lorsque vous n'êtes plus invité, je viens d'apprendre par exemple qu'il y a le débat sur l'olympisme jeudi prochain, je n'y suis absolument pas invité. Eh bien, il est un moment où vous ne pouvez plus faire semblant. Donc pour l'instant, je n'arrive pas ce matin à faire semblant, surtout pas devant vous, avec ce que je vous ai dit et ce que vous représentez pour moi. Et si je peux me permettre le conseil du vieux, n'abdiquez pas. Maintenant, l'élection présidentielle est totalement passée sous la coupe des partis d'élus, comme l'ont démontré l'initiative Bayrou ou bien les montagnes burlesques de parrainage recueillies par Madame Pécresse, qui en a plus de 2300 ou 2400, sans compter les parrainages qui sont par centaines, qu'elle a dépassé elle aussi, les 1800 je crois, pour Madame Hidalgo. L'élection a été en quelque sorte privatisée.
Je ne peux pas évoquer le trucage de la campagne présidentielle sans évoquer aussi le rôle honteux, scandaleux joué par les grands médias. Dans une démocratie normale, il faudrait que la liste des candidats soit arrêtée plusieurs mois à l'avance et que la loi impose aux médias l'objectif que les électeurs aient une vision correcte de tous les programmes, de tous les candidats, de façon loyale, que tous les électeurs aient une bonne vision de l'ensemble de l'offre politique qui est la leur. Le résultat des sondages est utilisé, paraît-il, par l'ARCOM pour veiller à l'équité du temps de parole. Mais comme à l'ARCOM, on ne voit pas mon nom dans les sondages, eh bien la boucle est bouclée. Ce que j'ai dit, j'ai prévenu. J'ai dit, si les Français n'ont pas un vrai débat et qu'on continue dans cette oligarchie médiatique et politique, eh bien, cette oligarchie est en train de détruire la démocratie française. Et le grand risque, si je peux terminer, je réponds ce que je veux. Si je peux terminer, le grand risque, vous savez lequel c'est même le président du Sénat, Monsieur Larcher, est un homme pas sérieux. Monsieur Larcher a dit cette élection ne serait pas légitime si vous continuez comme ça. Alors moi je dis aux Français, je le dis et je le maintiens. Pas de débat, pas de mandat. Monsieur Macron refuse de débattre. Il y a un scrutin quand elle est truquée de A à Z par des médias complaisants de Monsieur Macron et une oligarchie que vous représentez, je vous dis qu'elle est truquée. C'est du populisme ce que vous faites là. Eh bien, je dis ce que je pense. Et vous représentez une caste. Et vous oubliez les problèmes des Français. Eh bien, moi, je vous dis une chose. Eh bien, je vais vous dire ce que je propose. Mais bien sûr, ce que je vous propose, c'est qu'on parle de l'essence. Les sondages, vous les faites. Les Français ont le droit de parler. Et les Français ont le droit de voter. Et je vais vous dire, oui, et j'ai le droit encore de faire les réponses. Et je vais vous dire une chose. Je dis aux Français qui me disent ça tous les jours, parce que si vous sortiez de vos studios, vous verriez la vraie France. Mais on sort, nous. Pas beaucoup. Et si vous sortiez un peu de vos milieux privilégiés, vous verriez la réalité de ce que vivent nos compatriotes. Et ce que je dis aux Français, parce que c'est ça qui est important, c'est la réponse. Je dis oui, elle est truquée de A à Z. Oui. Mais vous avez le pouvoir de déjouer ce piège. Allez voter. Et je leur dis, le 10 avril, si on veut éviter que ça se termine dans la rue un jour, oui. Parce que si les Français ne vont pas voter sur une élection aussi décisive pour leur avenir, pouvoir d'achat, violence, immigration, désindustrialisation du pays, s'ils ne vont pas voter aujourd'hui, ils seront foutus. Et je dis aux Français, voyez, je dis aux Français, allez voter. Je vais vous poser une question de fond, si vous voulez bien, parce que vous vous complaisez en fait dans cette position victimaire. Vous jugez de quoi? Vous jugez de quoi, Madame Ventura? Vous passez votre vie à juger les autres. Oui, ou en tout cas, juger les opposants de leur système oligarchique. Ces médias sont juste de la fraude massive pour manipuler les peuples, nous faire vivre dans un récit frauduleux, fabriqué par le sommet de cette pseudo-élite, nous faire vivre dans un monde de la dette permanente, cette pyramide de Ponzi qui ne rapporte qu'au sommet de la pyramide. Il est l'heure de se réveiller, les amis, il est l'heure de choisir la bonne pilule, celle de la vraie réalité. Nous sommes de plus en plus nombreux à nous réveiller, alors ils essaient de nous rendormir avec l'Ukraine. Écoutez. Notre objectif en aidant l'Ukraine, y compris militairement, c'est le même que sur les sanctions, c'est de faire monter le coût de la guerre pour Vladimir Poutine. Et donc c'est de changer les choix rationnels de Vladimir Poutine et faire en sorte que nous aboutissions à ce cessez-le-feu. Donc oui, évidemment, cela a un impact sur le terrain, cela a un impact, ça fait monter le coût de la guerre militairement pour Vladimir Poutine et l'objectif, c'est encore une fois d'aboutir à ce changement de décision. Leur objectif est clairement de créer cette guerre de toutes pièces. Tout le monde sait maintenant que l'Ukraine est le berceau de l'État profond, le berceau des nazis de la Seconde Guerre mondiale, que ces nazis bombardaient le Donbass depuis 2014, tuant plus de 15 000 civils, et que les Américains fabriquaient des armes biologiques dans les biolabs ukrainiens. Bref, ils essayent encore plus de nous faire avaler des couleuvres avec ces médias et politiciens corrompus. C'est l'heure du réveil, mes amis. Heureusement, des pilules rouges arrivent de partout avec McKinsey. Est-ce que vous savez que l'entreprise McKinsey, qui a reçu des millions d'euros, qui ne paye pas d'impôts en plus en France, était conseiller de Pfizer? C'est le conflit d'intérêts au sommet. Alors moi, je voudrais qu'on nettoie tout ça. Vous voyez, je me présente pourquoi? Je me présente pour qu'on en finisse avec les conflits d'intérêts. C'est le cabinet McKinsey qui devient un petit peu l'entreprise paratonnerre dans cette affaire-là. Quel commentaire cela vous inspire? Un président Zemmour utiliserait-il des consultants, des cabinets de conseil? Non, je pense que nous avons des hauts fonctionnaires qui peuvent très bien faire ce travail. Je pense surtout, je vais vous dire, je pense que ça pose deux problèmes connexes mais différents. Le premier problème, c'est qu'effectivement, le gaspillage de fonds publics.
C'est-à-dire que Emmanuel Macron paye grassement des cabinets américains pour faire un travail que la haute fonction publique devrait faire. Mais il n'a plus confiance dans la haute fonction publique. Il veut d'ailleurs sabrer les statuts de la haute fonction publique, les préfets, les ambassadeurs. Il a supprimé l'ENA d'un trait de plume. En vérité, il veut détruire ce qu'il a fait roi, c'est-à-dire la haute fonction publique. C'est un comportement assez immature, habituel chez les adolescents, que de détruire ce qu'il a fait. D'abord, McKinsey est un groupe américain. Donc ça veut dire qu'on donne aux Américains des informations précieuses sur la haute administration française, sur la politique de la santé, puisque McKinsey s'est occupé de la politique de la santé, sur d'autres secteurs. Ça ne le gêne pas manifestement. D'ailleurs, il a même donné les informations de la défense sur un cloud à un grand groupe américain aussi. Ça ne le gêne pas, Monsieur Macron. Lui, donner ces informations secrètes aux Américains, ça ne le gêne pas. Et on comprend mieux quand on sait deux choses. D'ailleurs, que ce fut lui qui a donné sans gêne, qui a vendu Alstom à General Electric, alors qu'il y avait des éléments précieux pour notre souveraineté nucléaire. Les gens de McKinsey ont travaillé gratuitement pendant la campagne électorale de Monsieur Macron en 2017. Tout le monde le sait. Tout le monde sait qu'ils ont participé à cette campagne de façon gratuite et je pense qu'on pourrait aujourd'hui justement accuser Monsieur Macron d'avoir renvoyé l'ascenseur et d'avoir fait donner de l'argent public au groupe McKinsey parce que les gens de McKinsey ont travaillé pour sa campagne. Éric Zemmour, moi je vous interpelle parce que soumission contre soumission, vous savez, tout de suite on va vous renvoyer alors une supposée soumission ou une poutinophilie, vous en êtes défendu. Écoutez, depuis un certain temps. Moi, mais je vais vous dire, d'abord je ne suis pas au pouvoir. Clairement, le jeu des médias est visible. Ils sont pro-système. Tous ceux qui ont le malheur de vouloir sortir de la pensée unique se font attaquer de toutes parts par les médias, comme on peut le voir avec Éric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan, François Asselineau ou Florian Philippot. Le dernier scandale en date, selon les médias, est que lors de l'immense meeting de Éric Zemmour avec plus de 100 000 personnes, une petite partie de la foule a scandé « Macron assassin ». Écoutons l'excellente Charlotte Dornelas sur le sujet. Il y a une colère qui s'exprime avec un slogan. Éric Zemmour a dit lui-même, évidemment, le slogan n'est pas le bon. Évidemment, l'accusation n'est pas la bonne. Je rappelle quand même que dans cette histoire, il y a eu moins de polémiques pour un élu qui appelait à mettre une balle dans la tête d'Éric Zemmour et le gendre du président de la République qui appelait à tuer Éric Zemmour. Il y a eu moins de polémiques dans ce pays pour des gens qui appelaient directement, des responsables qui appelaient directement à tuer un candidat à la présidentielle que pour une partie de la foule qui scande en effet avec beaucoup de colère et beaucoup de maladresse. Voilà donc Jean-Christophe Lagarde qui appelle à tuer Éric Zemmour, ça choque personne. Le gendre de Macron qui appelle à tuer Éric Zemmour, ça choque personne, c'est normal, ça choque pas du tout les médias. Yannick Jadot qui appelle Éric Zemmour le juif de service, ça choque personne non plus. Et Dupond-Moretti qui traitait les non-vaccinés d'assassins, ça choquait personne non plus. Les personnes qui refusent le vaccin sont une faille dans notre système et agissent comme si la liberté était de contaminer les autres. On vit dans un monde à deux vitesses, mes amis. C'est soit t'es avec le système et t'as le droit de tout dire, même exprimer ta sexualité avec des gamins, soit tu es contre le système et dans ce cas-là, ils sont capables de te détruire ton image avec une campagne éclair de désinformation massive par des politiciens et des journaleux corrompus ou de t'éjecter des lieux de propagande comme cette personne qui a osé poser une question sur le cabinet McKinsey dans un meeting de Macron, le sacrilège. Vous avez des conflits d'intérêts, vous avez toute une série de situations. Vous avez le scandale Alstom, le scandale McKinsey, le scandale pénal. Bravo la démocratie! La démocratie! Voilà où en est arrivée la liberté d'expression dans cette dictature. Alors mes amis, nous devons faire un choix le 10 avril. Nous savons très très bien que ces élections seront truquées d'avance. Les sondages sont là pour nous y préparer, mais nous savons aussi par où la fraude peut arriver et nous pouvons éventuellement lutter contre. Une première chose, ne votez jamais sur une machine de vote. Jamais. Deuxième chose, si vous êtes expatrié, votez uniquement par procuration, sinon ne votez pas. Votre vote irait directement pour Macron. Troisième chose, ne votez pas blanc.
votre vote irait encore pour Macron. Quatrième chose, ne vous abstenez pas par pitié. Votre vote est vraiment nécessaire pour lutter contre cette oligarchie. C'est vital. Allez voter massivement, mes amis. Cinquième chose, nous savons également que Macron, Pécresse et la gauche caviar sont exactement dans le même bateau. Le bateau de l'état profond de l'oligarchie. Si l'un d'eux est élu, c'est la ruine de la France. Tous vaccinés, tous confinés. Alors votons bien, mes amis. Il ne reste plus que 5 candidats et j'enlève Marine Le Pen qui est un vote de parti. C'est juste une rente viagère pour les siens. Elle ne veut pas sortir de l'Europe, de l'OTAN, de la CEDH. Son programme est pro-système, voire socialiste. Elle a fait également un vrai débat de merde contre Macron, alors que normalement, c'est une formidable débatteuse. Cherchez l'erreur. Personnellement, je ne lui fais aucune confiance. Enfin, il ne reste plus que 4 candidats. Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan et Jean Lassalle. Alors, comme on l'a vu, ce que les médias appellent les petits candidats sont les candidats que les sondages frauduleux placent au plus bas dans les intentions de vote afin de préparer le public au score et pour opérer un immense transfert des voix vers Macron par la suite. Alors, je dirais à Jean Lassalle et Nicolas Dupont-Aignan, associez-vous avec Éric Zemmour. Faites l'union sacrée. Nous avons clairement besoin de gagner contre Macron et ses sbires. C'est vital. Et dites en même temps à Éric Zemmour d'ajouter le RIC et l'Assemblée constituante dans son programme. Donc en gros, il reste 2 candidats, Mélenchon et Zemmour, et là, c'est à vous de trancher. Moi, personnellement, tous ceux qui me suivent savent que je suis pour le Frexit depuis très longtemps. Je suis donc souverainiste. Malheureusement, les pro-Frexit, François Asselineau et Florian Philippot, furent éjectés manu militari par le système. Alors bon, Zemmour, néanmoins, veut sortir du commandement intégré de l'OTAN, de la CEDH, faire passer le droit français avant le droit européen et établir une Europe des nations plutôt qu'une Europe fédérale où tout est décidé par des technocrates non élus. C'est évidemment beaucoup plus souverainiste que le programme de Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, lui de son côté, propose le RIC, l'Assemblée constituante, le référendum révocatoire des élus s'ils ne respectaient pas leur programme. Et bien évidemment, ce serait des avancées majeures d'une vraie démocratie si ça pouvait se passer. Une des choses qui m'inquiète néanmoins est l'appel du pied de Mélenchon à Roussel du Parti communiste. On sait tous très bien que les communistes ont du sang sur les mains de centaines de millions de personnes dans le monde et que le communisme est une société de contrôle à la chinoise. En gros, ce que veut Klaus Schwab et tous ces déglingués du bocal. Un autre point est que dernièrement, Klaus Schwab a déclaré dans un tweet « Internet doit être réformé, il y a trop de désinformation ». Ce sera la prochaine étape du grand reset. Et en regardant le programme de Mélenchon, on y trouve ça. Défendre une gouvernance mondiale d'Internet en établissant une agence dédiée à l'ONU. Alors bien sûr, une gouvernance mondiale d'Internet à l'ONU, on comprend facilement que la censure intégrale d'Internet battrait son plein et pourtant c'est dans le programme de Mélenchon. Alors attention, je donne pas de consigne de vote pour un candidat en particulier, chacun vote comme il le souhaite, je pense juste que si Mélenchon, Zemmour, Lassalle, Dupont-Aignan et Le Pen aiment vraiment la France, alors ils devraient s'asseoir ensemble pour discuter des priorités immédiates. Battre Macron, redonner la souveraineté au peuple de France pour une vraie démocratie, faire le ménage dans nos institutions et une fois cette mission terminée, réorganiser de vraies élections sans Macron avec de vrais débats pour laisser une chance à tous les candidats et laisser au peuple le choix d'un vrai projet politique. Je vous aime fort les amis, force et amour. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et partagez massivement sur tous les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait. Cliquez sur le bouton cloche qui est juste en dessous pour être informé de mes prochaines vidéos et à très bientôt pour une prochaine capsule sur Vivre sainement.